Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, nous allons parler du centre Imagine, de l'Institut Imagine, le plus grand pôle de recherche en Europe sur les maladies rares, avec le professeur lyonnais. Ensuite, nous parlerons de la drépanocytose. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose ? Elle est assez peu connue, et pourtant, c'est la maladie génétique la plus fréquente au monde. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Jenny Hippocrate, qui est présidente de l'association d'information et de prévention contre la drépanocytose. Donc, je le disais, professeur lyonnais, bienvenue déjà. Bonjour. Vous êtes généticien, vous êtes professeur de génétique à l'Université Descartes, l'INSERM, etc. Et surtout, vous allez nous parler aujourd'hui de ce centre. Imagine, c'est quoi ? Imagine est un centre qui a voulu réunir sur le campus de Necker Enfants Malades ce que le meilleur de nos instituts publics, l'INSERM, l'université, l'assistance publique, et ce que le meilleur du privé peuvent combiner pour avoir un projet ambitieux qui consiste à identifier les gènes et vouloir traiter les maladies génétiques. On peut quand même dire cocorico. Oui, on peut dire cocorico, c'est d'autant qu'on commence à attirer des étrangers, ce qui est un signe important que la visibilité internationale de l'Institut, bien que jeune, a de la valeur. Et oui, c'est une très belle entreprise. Quand vous dites on est en train d'attirer des gens, j'ai vu que même les Américains, là, Alexon, un grand laboratoire, est venu, a été attiré Je par pensais à des Imagine. scientifiques, mais vous avez raison. Les partenariats publics-privés sont un atout important de l'Institut. On a cette espèce de gouvernance assez légère qui nous autorise à faire cela. Et tout récemment, Alexion, un gros laboratoire américain très intéressé par les maladies rares, a préféré s'installer dans notre Institut, aux côtés des équipes de chercheurs et scientifiques qui travaillent sur les maladies rares, espérant ainsi nouer des liens. Ils inaugurent leur laboratoire de recherche et développement mardi prochain. J'ai entendu Arnold Munich, un grand généticien aussi, qui disait qu'en fait, Imagine, c'est comme un tube à essai. Dedans, il y a 3 réactifs, les enfants, les patients, les chercheurs et les médecins. C'est comme ça qu'on pourrait résumer. C'est très très bien vu. Arnold a une belle image. Il faut agiter le tube à un moment. Et ça veut dire qu'il faut aussi lever des fonds, avoir des mécènes, valoriser l'expertise, le savoir-faire de ces chercheurs et de ces médecins. Et puis ce tube a maintenant une allure d'un édifice en béton que les Parisiens commencent à connaître à Montparnasse. Oui, c'est du réel, quoi. C'est du réel, c'est du solide. Jean Nouvel et Bernard Valero ont compris notre idée, qui est justement d'avoir une espèce de boucle vertueuse où les enfants, les familles atteintes de maladies génétiques côtoient les chercheurs dans le même institut, sont surmontés par un centre de séminaire, un auditorium pour faire savoir. On a du savoir-faire aussi, il faut faire savoir. Et cette boucle vertueuse a une réalité qui n'est pas virtuelle. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que, habituellement encore, c'est aux patients de s'adapter à l'hôpital et que là, quelque part, c'est l'Institut Imagine qui s'adapte aux patients. C'est tout à fait vrai, à telle enseigne que parmi les fondateurs de l'Institut Imagine figurent des associations de prestige, l'AFM, l'Association Hôpitaux Paris, Hôpitaux de France, mais aussi des centres de référence de maladies rares. Et les centres sont des espèces de combinaisons d'experts, de médecins, radiologues, biologistes et des associations de malades. Donc au fond, les associations de malades ont trouvé une espèce de lieu commun pour la recherche et les consultations, voire les essais thérapeutiques. Ça fait déjà 5 minutes qu'on parle un peu moins qu'on parle de maladies rares. C'est quoi une maladie rare ? C'est une définition de santé publique, ça veut dire moins d'une naissance pour 2000. Donc c'est vraiment quelque chose qui est arbitraire, qui correspond quand même à la fois en génétique et en prévalence à une partition entre vraiment des maladies communes où la génétique joue un rôle incontestable, obésité, diabète, cancer, et des maladies qui sont à une part génétique plus forte. D'accord. Et il y a combien de maladies rares répertoriées à ce jour ? Plus de 7000. Plus de 7000, dont à peine la moitié ont leur gène, c'est-à-dire leur mécanisme identifié. Donc la tâche est immense d'essayer déjà de comprendre de quoi sont atteints ces patients. Plus de 2 enfants sur 3 qui sortent d'Imagine, non pas qui y entrent, mais qui sortent, n'ont toujours pas de diagnostic. On ne sait toujours pas pourquoi ça ne marche pas. Donc déjà, arriver à nommer la maladie, enfin je l'imagine, quand on est maman, quand on est papa, ça doit être terrible de ne pas savoir. Rien que d'arriver à la nommer, c'est déjà très important. Nommer la maladie, puis ensuite essayer de la comprendre pour la traiter, et puis apprendre aux autres. C'est les 4 mots-clés de l'Institut: nommer, modéliser dans un système cellulaire ou animal, traiter et apprendre aux autres, faire savoir. L'idée, évidemment, l'objectif étant d'arriver à traiter tous ces patients, mais pas que. On peut dire aussi que votre travail permettra de mieux connaître, de mieux appréhender des mécanismes de maladies
qui, elles, sont beaucoup plus fréquentes. C'est un point de vue très intéressant. Chaque enfant, chaque famille atteinte d'une maladie, fût-elle très rare, est en fait un modèle pour un mécanisme biologique qui peut être généralisé parfois. 2 exemples. Des collègues ont récemment identifié une maladie de fragilité de l'os par un défaut de calcification. Et cette maladie tout à fait exceptionnelle, quelques familles en France à peine et en Europe, peut être un modèle intéressant. Pourquoi ? Pour l'ostéoporose. Pour comprendre à rebours comment essayer de traiter l'ostéoporose, une maladie fréquente. Un autre collègue, immunologiste, a identifié quelques familles, des poignées d'enfants atteints d'un déficit immunitaire profond, qui peut-être aider à développer des traitements contre l'inflammation, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement commun. Voilà 2 exemples qui vous disent que nos enfants savent d'eux-mêmes si on sait trouver les gènes de leur maladie, mais peuvent aider les autres. Écoutez, bravo, vous féliciterez tous ces chercheurs, Merci, ces je leur médecins, dirai. ces patients, ces associations de patients. Merci pour tout ce travail. Merci Valérie. Génie, on vient de parler des maladies rares. Vous êtes président. Alors, je ne sais pas comment vous présenter parce que vous avez fait tellement de choses dans votre vie. Vous êtes psychologue, vous êtes écrivain, poète, maman de Taylor, un enfant atteint de la drépanocytose, présidente de l'association, donc l'APIPD, l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. On vient de parler de maladies rares. La drépanocytose, je le disais, est la maladie génétique la plus fréquente au monde. Oui. Alors, on va juste rappeler, puisqu'elle est très peu connue, ce que c'est. C'est une maladie du sang, c'est une maladie des globules rouges, plus particulièrement de l'hémoglobine, donc la protéine qui sert normalement à transporter l'oxygène nécessaire à la vie de toutes nos cellules. Et dans cette maladie génétique qui est obligatoirement transmise par les 2 parents, soit 2 parents malades, soit des porteurs sains ou malades. Vous, d'ailleurs, vous ne saviez pas que vous aviez la maladie, vous étiez porteur sain, oui, mais sans le savoir. Donc cette maladie est transmise génétiquement par les 2 parents et elle va modifier la forme du globule rouge. Normalement, un globule rouge, c'est comme un disque biconcave. Là, il va être en croissant de lune, en faucille. Drépanos, en grec, c'est faucille. Il va avoir une forme bizarre, il va être fragile, il va avoir une durée de vie de 10 jours, alors qu'un globule rouge, normalement, c'est 120 jours. Il va créer des embouteillages dans les vaisseaux, ça va bloquer. Donc, quels sont les signes de cette maladie ? Alors, cette maladie présente, je dirais, 4 grands symptômes dominants. Les médecins disent 3, mais je dis 4. 4, enfin, le premier grand symptôme, et c'est la hantise des malades et des familles, c'est la douleur. Une douleur indescriptible. Je me rappelle encore, quand mon fils il avait 2-3 ans, je lui disais, t'as mal comment ? Il me disait, c'est comme si un marteau-piqueur me cassait les os, un tsunami dans mon ventre. Et un jour, je lui ai même dit, mais t'as mal où ? Il m'a dit, je n'ai pas mal, je suis une planche de douleur. Donc voilà, donc c'est la hantise des parents et des malades. Deuxième grand symptôme, les infections, justement, première cause de mortalité à pneumocoque, donc les septicémies, méningites, etc., qui foudroient le malade. Alors très souvent, ces malades, quand ils font une infection, malheureusement, ils meurent. Surtout par le passé, parce que maintenant, il y a quand même des antibiotiques. Troisième symptôme que j'aurais pu mettre en premier, c'est l'anémie. L'anémie, une personne lambda non malade vit avec à peu près, je dirais, 12-13 grammes d'hémoglobine. Un drépano, c'est la moitié. Et quand il déglobulise, c'est la panique. Et puis, le 4e grand symptôme, c'est ce qu'on appelle les CVO aigus, les crises vaso-occlusives. Donc, il y a des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. En fait, ça bloque la circulation. Et donc, ça bouche les vaisseaux et ça crée des occlusions des vaisseaux. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Donc, c'est très dur à vivre avec une malade drépanocytaire et le malade aussi, c'est très difficile. Comment expliquer que la maladie génétique la plus fréquente au monde, et la plus fréquente en France aussi, plus fréquente que la mucoviscidose, soit si peu connue ? Je vais être directe aujourd'hui, encore une fois. C'est une maladie injustement appelée maladie des Noirs, donc maladie des pauvres. Oui, absolument. En Inde, il y a une fréquence incroyable, en Grèce, en Italie. Oui, mais ça, il y en a beaucoup qui l'ignorent toujours. Moi, je dis, c'est pas une maladie des Noirs, c'est une maladie qui concerne tout le monde. Et puis, évidemment, avec le brassage des populations, on ne sait plus qui est qui. Donc, la maladie concerne tout le monde. Mais on dit que c'est une maladie appelée maladie des Noirs, dont, en l'occurrence, des pauvres. Donc, personne ne trouve d'intérêt. Je parle d'intérêt pécuniaire, parce que c'est une maladie. On parle de rentabilité aujourd'hui. Oui. Rentabilité. Je vais vous donner un exemple. La maladie de drépanocytose est confinée dans un ciblage ethnique. Ça veut dire qu'on est dépisté à la naissance, mais systématiquement de par les origines ethniques.
ce qui est non conforme à la Constitution française européenne. Donc, tout ça pour vous dire que et la Haute Autorité de Santé nous a parlé de rentabilité. Faire un dépistage systématique pour toute la population n'est pas rentable. Voilà le résultat d'une sorte d'audit mené. Donc, je le disais, en France, c'est la maladie la plus fréquente, et vous me disiez, professeur Lyonnais, qu'elle était de plus en plus fréquente, notamment en Île-de-France et en région PACA. Comme Madame le dit très bien, il y a ce qu'on appelle une stratification de population, c'est-à-dire que cette maladie est beaucoup plus fréquente dans la population qui est originaire d'Afrique. Et donc dans les régions d'immigration majoritaires de la métropole française, l'Île-de-France et la région PACA, ce n'est plus une maladie rare. Qu'elle était jadis en France. C'est devenu une maladie fréquente. Et le dépistage l'a montré. Pour vous donner une petite idée, plus de, je crois, 450 à 500 enfants naissent en Île-de-France chaque année atteints de drépanocytose. Nous ne sommes pas du tout dans les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est là où l'Institut a à la fois à jongler avec des maladies rares qui sont en fait devenues des maladies fréquentes dans notre population. Mais comment se fait-il que cette idée fausse, parce que quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'en Inde, elle est aussi fréquente qu'en Afrique, que tous les pays du pourtour de la Méditerranée, l'Italie, la Grèce sont atteints. Donc comment se fait-il que cette idée fausse persiste ? On a cherché en disant peut-être qu'il faudrait des spots à l'instar du tabagisme, du sida pour expliquer, mais ça manque. Il y a une journée mondiale le 19 juin. Cette journée mondiale, donc, elle existe depuis 2009. Depuis 2009. On en parle quand même. Vous avez l'impression que ça s'améliore, que les gens en parlent un petit peu plus ? Pas vraiment, on aurait aimé qu'ils en parlent beaucoup plus, parce que justement pour passer à la télé, pour aller dire qu'il y a une maladie qui s'appelle la drépanocytose, il faut vraiment être courageux. Parce que on a des médecins, des drépanocytologues. Oui, il y en a. Il y a des médecins spécialistes de la drépanocytose, on a des jeunes chercheurs, d'ailleurs notre association finance l'arrivée des jeunes chercheurs parce qu'on est il faut trouver des traitements, on n'en a pas parlé, mais en fait pour l'instant les seuls traitements sont symptomatiques, c'est-à-dire qu'on va traiter évidemment les symptômes, la douleur, les occlusions, etc. Il y a aussi un traitement qui est la greffe de moelle, qui est très efficace pour l'instant, mais qui est réservé vraiment au cas... On marche sur des œufs. En fait, il n'y a pas de vrai traitement curatif. Comme je dis souvent, on est drépanocytaire, on meurt de drépanocytaire. La greffe concerne une petite partie de la population drépanocytaire. Il y en a une vingtaine en France, je crois, il y en a à peu près 80 en France. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il faut un phénotype. Il faut vraiment que ces personnes soient compatibles dans la fratrie, même père, même mère, avec un code génétique pratiquement identique. Donc c'est très compliqué parce qu'il faut savoir, pour faire une greffe, il y a tout ce qu'il y a avant. Il y a aussi les transfusions, donc don du sang, il faudrait aussi là qu'il soit avec vous et que les gens arrivent de plus en plus. Ça c'est un problème très français. On a du mal encore à donner son sang. Quelle est la prochaine étape en 30 secondes? La prochaine étape, on va partir dans la Caraïbe pour sensibiliser la population, puisque moi je suis déléguée aussi dans la Caraïbe auprès de l'UILD et l'Organisation mondiale de lutte contre la drépanocytose. Mais notre prochaine étape, c'est justement de faire comprendre au gouvernement qu'on est devant un vrai problème de santé publique et qu'il faudrait vraiment faire quelque chose. La recherche avance, on en a parlé rapidement. J'espère que l'Institut aura de bonnes nouvelles pour vous, peut-être pour votre journée d'action. Merci professeur Lyonnais, merci Génie, merci à vous tous de nous avoir suivis et restez sur LCI, l'info continue.